Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici c'est Idrissa Fak de la chaîne AfroForex. Sur cette chaîne, nous partageons du contenu relatif au trading, à l'économie, finance, business. Si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne, alors je t'invite à t'abonner, surtout à liker et à partager avec la communauté. Pour le compte de cette nouvelle vidéo, on va essayer de voir ensemble comment lire un graphique sur un marché financier ou alors comment interpréter un graphique. Quels sont les différents types de graphiques qu'on pourrait potentiellement avoir sur les marchés financiers. Ceci serait tout simplement important dans la mesure où ça nous permettra d'avoir un ordre d'idée sur le contexte de marché, sur la tendance de marché et aussi sur le timing qu'il faut considérer à l'effet de pouvoir passer des ordres d'achat ou de vente. Donc, sans plus tarder, intro. Très bien, comme je disais tantôt, dans ce chapitre, on va essayer de voir ensemble comment lire un graphique. Mais plus précisément, ici, dans ce chapitre, on va essayer de s'intéresser essentiellement à la lecture des différents types de graphiques qu'on pourrait avoir pour le prix. Et comme je disais également, il est très important de pouvoir maîtriser la lecture du graphique, du prix qu'on est en train d'analyser parce que ceci nous permettra de pouvoir maîtriser naturellement dans quel contexte de marché nous nous trouvons, mais aussi de pouvoir maîtriser le timing qui serait utile de pouvoir exécuter un ordre d'achat ou de vente, n'est-ce pas? Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais préciser ici que je fais des vidéos le lundi, mercredi, vendredi et le dimanche, je vais certainement faire des lives pour les semaines à venir et peut-être à partir de cette semaine-ci. Donc, reste scotché et surtout, abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait ou alors si tu es nouveau sur cette chaîne. Et partage avec la communauté, partage avec les proches, partage avec les frères qui sont au pays afin que le maximum de personnes soient au courant de comment fonctionnent en fait les marchés. C'est très important afin que nous puissions capitaliser ensemble sur ce marché. Donc, on va entrer dans le vif du sujet et pour commencer, il faut déjà comprendre que le graphique, en fait, n'est rien d'autre qu'une représentation sommaire ou alors un résumé des transactions qui ont été effectuées sur le marché sur une période donnée. Donc, en général, quand on est sur un graphique, on va très souvent observer un mouvement du prix, mais très souvent, c'est tout simplement un résumé de deux principales informations de ce qu'on appelait le bid et ce qu'on appelle le ask. Donc, le prix ici va être très souvent la moyenne des deux prix qui sont très souvent observés sur les marchés. D'accord? Donc, il faut garder cela à l'esprit, malgré le fait que vous observez tout simplement une ligne ou alors, je ne sais pas trop, une évolution du prix. OK? Donc, on va en général on va essayer d'aller sur la plateforme de TradingView afin de voir comment est-ce que ces prix-là se représentent, n'est-ce pas? Ou alors comment les différents types de graphiques se représentent du prix. OK? Mais avant d'aller sur la plateforme, on va d'abord identifier quelles sont les différentes formes graphiques qu'on pourrait avoir en général pour le prix. Et ici, on va distinguer très souvent quatre principaux types de graphiques, à savoir le diagramme en ligne, n'est-ce pas? Le diagramme en bande, le diagramme en chandelier japonais ou alors en bougie japonaise, n'est-ce pas? On a vu ce que c'est qu'une bougie japonaise dans les chapitres précédents. Donc, on va également avoir ce qu'on appelle le diagramme en bougie de Heikin-Ashi. OK? Mais pour le compte de nos analyses en général, on va beaucoup plus utiliser ce qu'on appelle les bougies japonaises, n'est-ce pas? Mais permettez-moi donc de pouvoir d'abord entrer quand même en détail sur les différents types de graphiques afin de pouvoir avoir connaissance de cette présentation, de ces représentations-là qui pourraient être utiles à l'un ou l'autre en fonction de peut-être son évolution sur l'analyse des marchés ou alors l'expérience qu'on pourrait acquérir au fur et à mesure. Donc, pour le début, on va se concentrer beaucoup plus sur les bougies japonaises, mais avec l'expérience, vous allez voir qu'il pourrait être intéressant aussi parfois de faire usage de tel type de graphique afin d'identifier certains éléments particuliers. D'accord? Donc, commençons par le diagramme en ligne. Le diagramme en ligne n'est rien d'autre que représenté par une ligne,
n'est-ce pas, qui représente en fait très souvent le prix de clôture pour une période donnée. Donc, supposons que nous sommes en train d'observer le prix laissons dire, le GBP USD, n'est-ce pas? Et que on a en fait en observation, par exemple, cette évolution du prix là. Bon, ici sur le graphe, sur une autre slide, on a l'euro USD. Donc, considérons par exemple l'euro USD et que l'on observe en fait l'évolution de l'euro USD sur une période donnée. Et l'unité de temps qui est utilisée ici, c'est la journée. Ça voudrait dire tout simplement que chaque point de cette ligne-ci, de notre ligne, n'est rien d'autre que le prix de clôture. Donc, le prix de clôture de la journée. La journée. Donc, ici, on a une évolution du prix de clôture de novembre, disons, octobre 2020 de octobre 2019, pardon, à septembre-octobre 2020. Donc, quasiment une année, n'est-ce pas? Et chaque point de ce graphique-là représente en fait une journée, d'accord? Et on peut observer qu'il y a eu une sorte de hausse, n'est-ce pas? Sur la période considérée. Okay? Donc, voilà un peu là comment se présente en fait le graphique. Et si on va sur notre... si on va sur la plateforme TradingView, TradingView est une plateforme que l'on va aussi également utiliser pour nos analyses. Ici, sur notre graphique TradingView, on a en fait le graphique concernant la paire de devises GBP-NZD, c'est-à-dire la livre sterling contre le dollar néo-zélandais. Et ici, on a en fait le graphique représentant cette évolution-là à l'échelle journalière. Donc ici, lorsqu'on voit D ici, ça voudrait dire tout simplement que chaque bougie ici représente une journée. Donc le résumé des transactions qui ont été effectuées au cours d'une journée. Et on a cette évolution depuis avril. Là ici, depuis avril 2020 jusqu'à février 2021, n'est-ce pas? Et ceci, pour avoir le diagramme en ligne, on a juste à venir sur cet élément qui présente deux bougies, candle, n'est-ce pas? Et on choisit tout simplement ligne. Et lorsqu'on choisit ligne, on observe qu'il y a un changement automatique sur la plateforme qui nous permet d'observer en fait le comportement de ce diagramme-là en observant le diagramme en ligne, n'est-ce pas? Et si on veut retourner au chandelier japonais, on a juste à cliquer sur cette icône encore et qui nous permet de revenir sur les candles, n'est-ce pas? Et on peut changer bien entendu l'unité de temps pour choisir l'unité de temps pour laquelle nous voulons utiliser pour pouvoir faire nos analyses, d'accord? Très bien. Donc, voilà un peu résumé comment se présente un diagramme en ligne, n'est-ce pas? Mais le truc, c'est que le diagramme en ligne a comme inconvénient le fait qu'il ne fournit pas en général assez d'informations. Donc, du coup, tu as juste une évolution, mais tu ne peux pas savoir quel est le comportement de manière plus ou moins détaillée des acheteurs et vendeurs sur le marché. Donc, on n'a pas nécessairement ce comportement-là qu'on peut capter en termes d'information. On n'a pas le prix d'ouverture, on n'a pas le prix le plus élevé sur une période, on n'a pas le prix le plus bas sur une période considérée. On a juste le prix de clôture, ce qui est en fait un manque d'informations qu'on aurait pu avoir afin de pouvoir exploiter davantage notre graphique. Donc, du coup, pour pouvoir peut-être résoudre cela, les gens ont pu proposer ce qu'on appelle le diagramme en bande, n'est-ce pas? Le diagramme en bande, en fait, est représenté par une séquence de tiges, n'est-ce pas? Et en réalité, chaque tige est représentée, est caractérisée par 4 paramètres principaux, à savoir le prix d'ouverture, le prix de clôture, le prix minimal et le prix maximal, n'est-ce pas? Donc, on a ces 4 paramètres-là qui vont très souvent être utilisés qui vont être représentés par le diagramme en tige ou alors en bande, n'est-ce pas? Et qui vont nous permettre d'avoir beaucoup plus d'informations que ce qu'on a pu observer sur ce qu'on a appelé diagramme en ligne, n'est-ce pas? Donc, on a 4 informations au lieu d'une seule information, n'est-ce pas? Et donc, le diagramme en ligne a été populaire beaucoup plus sur le marché des actions parce que ça a été utilisé pendant très longtemps sur le marché des actions. Et
En général, ceci peut être observé sur toutes les unités de temps, c'est-à-dire que ce soit le journalier, ou alors le 4 heures, ou alors le 30 minutes, 1 heure, ainsi de suite. Et voici un peu une représentation simplifiée de ce que peut donner un diagramme en bande, hein, ou alors un diagramme en tige. Ok? Et ici, on a en fait le graphique de l'euro USD, du même euro USD qu'on avait tout à l'heure. Et ici, chaque bâtonnet ou alors chaque tige ou chaque bande représente en fait le résumé des transactions qui se sont effectuées en une journée. Donc, rappelez-vous que ici, on a observé que c'est D qui veut dire daily, n'est-ce pas? Donc, chaque bande ici représente une journée. Et on a donc cette évolution-là du prix de octobre, pardon, de août à octobre de 2020, n'est-ce pas? Donc, on peut observer que de août à octobre, il y a une sorte de baisse, n'est-ce pas? Mais ce qui est intéressant davantage ici, c'est que chaque comportement de tige va renvoyer en fait une interprétation beaucoup plus intéressante que celle qu'on aurait pu observer sur le diagramme en ligne, n'est-ce pas? Par exemple, ici, lorsqu'on voit ce bâtonnet, n'est-ce pas? Quand on voit ce bâtonnet-là, il traduit en fait une grosse pression baissière. Mais on va aller beaucoup plus en détail sur les questions d'interprétation des bougies ou alors des bâtonnets. D'accord? Les bâtonnets se rapprochent déjà un peu plus des bougies japonaises. Mais le truc, c'est que les bâtonnets avaient été représentés au départ, mais ne fournissaient pas en fait la couleur qui représentait en fait un bâtonnet. On pouvait juste avoir l'information concernant le prix maximal, n'est-ce pas? Le prix minimal. On avait très souvent ce qu'on observait sur chaque bâtonnet, on avait très souvent le prix maximal, le prix minimal, n'est-ce pas? Et je vais changer ça. Le prix maximal, le prix minimal, le prix d'ouverture, le prix de clôture. Mais pour une bougie qui va à la hausse, on avait le prix maximal naturellement, le prix minimal, le prix d'ouverture et le prix de clôture. Donc ici, on avait ces quatre informations, mais ce qui manquait en fait, c'était la couleur. Mais avec l'évolution de la technologie, il y a eu changement. Donc du coup, il y a quand même ce phénomène couleur qui s'est manifesté, qui a pu être réalisé dans la construction des graphiques en bande, ce qui est très intéressant, bien entendu. Donc, ce qui était par ailleurs avant une limite sur ce type de diagramme-là et qui a été soulevée. Cette limite a été résolue en proposant ce qu'on appelait les chandeliers japonais ou alors des bougies japonaises, n'est-ce pas? Donc, le seul inconvénient qu'on aurait pu observer sur les diagrammes en bande, c'était le manque de couleur qui ne nous permettait pas d'observer aussi le comportement ou alors l'interprétation beaucoup plus détaillée du comportement des participants de marché, n'est-ce pas? Mais par contre, on a quand même beaucoup plus d'informations, à savoir le fait qu'il y ait une longue bougie verte comme ça, pardon, une longue bande verte, par exemple, nous permet très souvent de dire que, hey, il y a beaucoup plus une pression à la hausse, n'est-ce pas? Ou alors d'avoir une grosse bande rouge telle que présentée ici, nous permet de dire qu'il y a une grosse pression à la baisse. Ici, on avait parlé de hausse. N'est-ce pas? Donc, il est très important de pouvoir maîtriser ces interprétations, mais on va aller beaucoup plus en détail plus tard sur l'interprétation de ces graphiques-là. N'est-ce pas? C'est-à-dire, quand je dis des graphiques, des bougies ou alors des bandes, c'est-à-dire afin de pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe à l'instant T sur les marchés. Ça, on va aller dans un slide beaucoup plus tard. Mais ici, il est question de présenter les différents types de graphiques. D'accord? Donc, on a déjà parlé des avantages et inconvénients. Donc, du coup, pour pouvoir résoudre le problème des diagrammes à bande, on a proposé ce qu'on appelle les chandeliers japonais ou alors bougies japonaises. Bon, en statistique, on appelle ça très souvent des box plots, n'est-ce pas? Et en réalité, les chandeliers nous renvoient en général 5 informations, à savoir le prix d'ouverture, le prix de clôture, le prix minimal, le prix maximal et la couleur. Donc,
Lorsque les chandeliers ont été créés, il a subvenu directement, enfin, ça a été créé en proposant, en supplément de ce que les bandes proposaient déjà, les couleurs. Ok? Donc, c'est là où les choses ont commencé à nettement bien évoluer. Et les chandeliers japonais, comme je l'ai dit, sont très populaires sur les marchés, très, très utilisés sur les marchés. Et ça permet d'avoir le comportement, ou alors d'observer le comportement ou alors la psychologie des acheteurs et des vendeurs sur les marchés. Donc là, par exemple, sur le graphique, on a encore l'euro USD, mais plutôt représenté en chandelier. Donc chaque bougie ici, ou alors chaque chandelier, nous permet de voir en fait de résumer ou alors l'information sommaire des transactions qui se sont effectuées au cours d'une journée. Donc chaque bougie représente une journée ici telle qu'on l'a vu ici, n'est-ce pas? Et on l'a vu plutôt que si on veut changer en ligne, on a juste à cliquer ici pour changer, d'accord? Et là, du coup, par exemple, on a toujours notre tendance baissière, n'est-ce pas? Et ce qu'on va observer de manière supplémentaire, c'est que, par exemple, lorsqu'il y a cette bougie de couleur verte, on va voir qu'il y a en réalité, ça représente en fait une pression haussière des acheteurs sur les vendeurs. C'est-à-dire, le prix aura tendance à aller à la hausse parce que cette bougie est assez grosse. Donc, du coup, la pression à l'achat se manifeste davantage. Par contre, ici, par exemple, lorsqu'on voit une telle bougie, on peut dire qu'il y a une pression baissière parce qu'on peut voir que le prix a eu à monter très haut à ce niveau, mais il y a eu une pression de telle sorte que le prix s'est clôturé nettement à ce niveau-ci. Donc, ça a débuté là, c'est monté beaucoup plus haut, mais c'est descendu. Donc, c'est monté là et c'est redescendu bien bas. On voit cette pression qui s'est manifestée sur le marché. Et là, du coup, on peut, sur la base de cette information, décider de dire, oh, ok, dès lors qu'il y a une telle pression, et compte tenu de mes analyses, je peux donc placer un ordre de vente parce que je pense que le prix aura tendance à beaucoup plus baisser, n'est-ce pas? C'est ainsi qu'on exploite en fait ces comportements-là ou alors ces représentations du prix-là afin de pouvoir davantage peaufiner nos analyses et de développer des stratégies plus ou moins optimales pour l'euro USD par exemple. Donc, à côté de cela, on va citer bien entendu les diagrammes d'Enkanashi. Le diagramme Enkanashi, c'est une version un peu plus avancée des bougies japonaises qui va en fait recalculer une version lissée du prix, n'est-ce pas? Et le but de bougie d'Enkanashi ici, c'est de pouvoir avoir une meilleure clarté sur la tendance ou alors l'évolution en tendance d'un actif ou alors d'une devise qu'on est en train d'analyser, n'est-ce pas? Et le graphique, enfin les bougies d'Enkanashi nous permettent d'avoir toujours 4 informations plus la couleur. Et en fait, on a le prix d'ouverture, le prix de clôture, le prix maximal et le prix minimal. Et ajouté à cela, on a naturellement le prix, la couleur qui est toujours représentée et le vert très souvent de manière standard représente la hausse et le rouge de manière standard représente la baisse. Donc, comme je disais tantôt, le diagramme d'Enkanashi est recalculé. Donc, ici, le prix d'ouverture va être la moyenne entre le prix d'ouverture et le prix de clôture pour la journée d'avant. Le prix de clôture sera plutôt une moyenne entre le prix d'ouverture, le prix minimal, le prix maximal et la clôture, n'est-ce pas? Le prix le plus élevé ou alors le prix maximal pour la journée d'aujourd'hui ne sera rien d'autre que le max entre le prix maximal, le prix à l'ouverture et le prix de clôture pour la journée d'avant. Et le prix minimal pour la journée d'aujourd'hui sera recalculé en prenant tout simplement le minimum entre le prix minimum ici, le prix minimum, le prix d'ouverture et le prix de clôture. OK? Donc, ceci nous permet d'avoir en fait une représentation un peu plus smooth ou lissée du prix. Donc, voilà un peu à quoi va ressembler ce qu'on appelle les diagrammes de Enkanashi. On voit bien qu'avec ceci, on a une meilleure observation de ce qui se passe lorsqu'il y a
tendance haussière. Donc, dès lors qu'il y a une tendance haussière, on voit bien qu'il y a un alignement de bougies vertes qui se manifeste, n'est-ce pas? Et quand il y a une tendance baissière, on voit un alignement bien structuré des bougies rouges, n'est-ce pas? Same thing here. On a la même chose ici et pareil ici. OK? Donc, l'avantage principal des bougies d'Enkanashi c'est de pouvoir détecter clairement les tendances que peuvent manifester le prix d'une devise ou d'un autre actif sur les marchés financiers. OK? Ça, c'est utile, mais très souvent, on ne va pas beaucoup l'utiliser. On va beaucoup plus manipuler ou alors faire nos analyses sur la base des bougies japonaises parce qu'elles donnent déjà assez d'informations. Maintenant, on va utiliser ce qu'on appelle indicateur technique afin de pouvoir identifier les tendances. Ce sera largement suffisant pour pouvoir en réalité comprendre sous quelle tendance nous nous trouvons et quelles sont les stratégies qu'on pourrait bien entendu employer. Donc, en conclusion ici, mais avant de conclure, je voudrais d'abord revenir sur notre graphique sur TradingView. Donc ici, on a notre graphique TradingView, comme je disais tantôt. Et ici, on a donc l'évolution du GBP USD à la baisse, n'est-ce pas? Et sur la base de ceci, on peut naturellement observer que on a en fait cette baisse-là, n'est-ce pas? On a notre baisse qui se manifeste, n'est-ce pas, sur le marché. Et sur la base de ça, on peut donc décider, on peut également chercher à observer ce qui se passe sur le marché, mais plutôt en observant le prix sous une autre forme, n'est-ce pas? Donc, on va aller en fait sur d'autres types de graphiques en cliquant tout simplement ici. D'accord? En cliquant ici, on peut changer notre diagramme. On peut soit choisir les diagrammes en bande, comme on disait, ou les diagrammes en tige. Et là, du coup, boum, on obtient en fait ceci. On peut agrandir afin de voir à quoi ça ressemble. Donc, on voit que chaque tige ici représente l'information ou alors l'ensemble des transactions qui se sont effectuées au cours d'une journée, puisqu'ici, on a le journalier. Donc, on peut changer ça, on met en 4 heures et on aura quelque chose de différent. Et là, du coup, on peut agrandir et diminuer comme on veut, n'est-ce pas? Afin d'avoir une meilleure visibilité sur le prix. On va revenir au daily, one day, et voici ce qu'on a. Et je peux donc changer ceci en ligne comme tout à l'heure. Et là, j'obtiens ceci. Et si je veux passer en Enkanashi, tout ce que j'ai à faire, c'est revenir encore ici, cliquer sur Enkanashi. Boum. Et on a ceci. On voit bien que ça clarifie ou alors ça nous permet d'avoir un phénomène un peu plus lisse, plus clair de la tendance qui se manifeste sur le marché, n'est-ce pas? Donc, voilà en quoi est-ce que le diagramme d'Enkanashi est utile ou alors les autres graphiques qui ont été évoqués sur le sujet ici pourraient être utiles. Donc, en fonction de l'utilité qu'on veut peut-être, en fonction de ce qu'on voudrait ou alors de l'opération qu'on voudrait exécuter sur le marché ou alors de l'analyse qu'on voudrait faire, l'un des types de représentation pourrait nous être utile. Par exemple, je peux utiliser cette forme en ligne, ce diagramme en ligne pour pouvoir avoir une meilleure visibilité sur les zones optimales pour lesquelles il faut prêter attention si jamais il faut passer des ordres d'achat ou de vente. Donc, du coup, ça me permet de placer des lignes afin d'avoir des références comme ça. OK? Donc, on va revenir sur le candle. Donc, voilà un peu ce que je voulais présenter sur ce graphique-ci. Et vous pouvez changer et voir pour les autres graphiques, ce sera pareil, n'est-ce pas? Et on va donc conclure la vidéo en disant que il existe 4 types de diagrammes qu'on pourrait, des principaux. Quand je parle ici de 4 types, c'est les principaux. Mais maintenant, dans la littérature, vous pourrez avoir de nombreuses représentations qui pourraient être proposées. Donc, mais ça, c'est dans les 4 types qui sont régulièrement utilisés. Et en particulier, les diagrammes en chandelier japonais ou alors en bougie japonaise sont les plus utilisés, n'est-ce pas? Les plus utilisés. Donc, à côté de ça, on a les diagrammes en bande et les diagrammes en Enkanashi qui sont aussi utilisés. Les diagrammes en ligne sont beaucoup plus utiles pour des questions d'analyse un peu plus algorithmiques. Bon, c'est pas, ça, déjà que ça n'apporte pas beaucoup d'informations, ça dépendra encore beaucoup plus de
de la personne enfin de la stratégie qu'on est en train de développer. Ok? Donc voilà l'essentiel de cette vidéo et je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Et je t'invite bien entendu à liker, surtout à t'abonner et à partager. Et aussi, j'ai écrit un livre j'ai écrit un petit bouquin qui résume en fait les 6 erreurs principales que l'on pourrait rencontrer lorsque lorsqu'on débute dans le trading, lorsqu'on débute dans la bourse sur les marchés financiers. C'est les erreurs que j'ai dû commettre pendant mes 36 000, peut-être plus, 36 000 heures que j'ai déjà eu à passer sur les marchés financiers. Quand je dis 36 000, c'est au moins 4 à 5 ans. Donc, ça va te permettre d'avoir un ordre d'idée des erreurs que tu pourras commettre en tant que débutant. Et ça te permettra d'éviter le plus rapidement possible de tomber sur ce type d'erreur-là. Donc, je t'invite à télécharger ce bouquin-là qui te sera utile afin de pouvoir davantage maîtriser de quoi il s'agit. D'accord? Donc, clique sur le lien qui va se présenter à la description de cette vidéo en dessous et ça te permettra de pouvoir davantage maîtriser ces erreurs-là et de les éviter, de prendre conscience que ces erreurs-là vont revenir et qu'il est important pour moi déjà mettre des garde-fous dans mon esprit afin de pouvoir éviter ce type d'erreur-là. Donc, je vais retourner face caméra pour conclure la vidéo et je te dis à très bientôt pour un prochain chapitre. Ciao! Arrivons donc au thème de cette nouvelle vidéo. J'espère que tu l'as aimé. Si tu l'as aimé, je t'invite bien entendu à la liker, surtout à la partager avec la communauté, partage-la avec les proches et surtout à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Et clique sur la cloche de notification afin de ne pas rater la suite à cette vidéo. Et aussi, je t'invite à télécharger mon bouquin gratuit que j'ai écrit recensant en fait les 6 erreurs essentielles que j'ai commis durant mon processus d'apprentissage au trading. Et ceci te permettra donc d'anticiper ce type d'erreur-là et d'éviter au maximum, de consigner cela à ton esprit afin de pouvoir éviter au maximum les erreurs que tu pourrais commettre durant ton processus d'apprentissage en tant que débutant. Donc, va en description de la vidéo et télécharge le bouquin et lis le bouquin et viens me donner un retour qui me permettra de comprendre en fait certainement soit les erreurs que tu as commises ou alors les erreurs sur lesquelles tu travailles encore. Donc, on va se dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!